Je m'appelle Émilie, et je ne suis plus sûre de savoir qui je suis réellement. Avant que tout cela ne commence, j'étais infirmière dans une grande ville. Je vivais pour aider les autres, pour soulager leur douleur. Mais aujourd'hui, tout cela me semble tellement loin, comme si cette vie appartenait à quelqu'un d'autre. Maintenant, je suis simplement une survivante, comme les autres habitants de cette enclave coupée du monde. Je suis arrivée ici il y a 6 mois, après que la pandémie a dévoré les villes. J'ai fui les hôpitaux bondés, les cris des familles déchirées, et le poids de mon impuissance. Ce village niché dans les montagnes m'a semblé être un refuge. Pas de réseau, pas de bruit de sirène, seulement le silence de la neige et la chaleur des foyers. Je pensais avoir trouvé un havre, un endroit où le chaos du monde ne pourrait pas me rattraper. Mais tout a changé le soir où il est arrivé. La neige tombait en gros flocons, recouvrant les maisons de bois d'un manteau étincelant. J'étais à l'infirmerie, triant les quelques médicaments qui me restaient, lorsque des cris ont retenti à l'extérieur. En sortant, j'ai vu un attroupement près de la barrière qui marquait l'entrée du village. Un homme était à genoux dans la neige, les bras pendants, la tête baissée. Il avait l'air à bout de force, et son souffle était visible dans l'air glacial. Il m'a suffi d'un regard pour comprendre qu'il était malade. Sa toux était sèche, son teint grisâtre, et ses yeux cernés par la fatigue. Il répétait quelque chose, mais sa voix était trop faible pour être entendue. Certains habitants reculaient, d'autres murmuraient entre eux. La peur était palpable. « Il faut l'aider », ai-je dit, brisant le silence. Personne ne bougea. Finalement, 2 hommes s'avancèrent et le soulevèrent sous les aisselles. Ils l'ont transporté jusqu'à un ancien entrepôt, un bâtiment froid et vide où il pourrait être isolé. J'ai suivi, mes mains tremblant légèrement. Je savais que ce geste était risqué, mais je ne pouvais pas le laisser mourir dehors. En l'examinant, j'ai noté des signes inquiétants, une fièvre élevée, une respiration sifflante, des plaques rouges sur la peau. Je lui ai donné un peu d'eau et un paracétamol, tout en espérant qu'il ne s'agissait pas de ce que je redoutais. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi avec une boule au ventre. La pandémie, qui semblait si lointaine, venait-elle de franchir nos montagnes? 3 jours plus tard, la peur s'était installée dans chaque maison. Plusieurs habitants avaient commencé à montrer des symptômes similaires à ceux de l'étranger. Un garçonnet de 6 ans toussait sans arrêt, sa mère le veillant jour et nuit. Un vieillard avait de la fièvre et des maux de tête constants. Puis ce fut le tour de Mathilde, une femme forte et en bonne santé, qui ne tombait jamais malade. La rumeur circulait, l'étranger a apporté la maladie. Certains exigeaient qu'il soit expulsé, mais il était trop tard. Le mal était là, invisible, se propageant de maison en maison. J'essayais de calmer les esprits, de rappeler à chacun que nous devions rester unis, mais mes propres certitudes vacillaient. Lorsque le premier décès survint, l'atmosphère devint électrique. Marguerite, une femme âgée, succomba après 2 jours de fièvre intense. Sa mort fut un choc pour tout le village. L'enterrement fut rapide et silencieux. Personne ne voulait s'attarder près de sa tombe, par crainte d'être contaminé. Les dirigeants décidèrent d'isoler tous les malades dans l'entrepôt où l'étranger avait été installé. Ce bâtiment, autrefois utilisé pour stocker des outils agricoles, était froid et sombre. Les malades étaient couchés sur des matelas de fortune, grelottant sous des couvertures insuffisantes. Chaque jour, j'y apportais de l'eau et des médicaments, mais je savais que mes efforts étaient dérisoires. La fièvre continuait de monter, et les cas graves se multipliaient. L'organisation fragile qui maintenait notre enclave à flot s'effondrait. La peur, bien plus contagieuse que la maladie elle-même, s'insinuait dans chaque maison. Les habitants se regroupaient par clans, ceux qui voulaient prendre des mesures drastiques et ceux qui refusaient d'abandonner leurs proches malades. Leurs voix s'élevaient dans des disputes qui résonnaient jusqu'à la place centrale, leur écho se mêlant aux gémissements des malades. Je passais le plus clair de mon temps dans l'entrepôt, où les malades luttaient pour respirer. L'un d'eux, une jeune femme nommée Clara, avait les lèvres bleues et les mains tremblantes. Elle me regardait avec des yeux pleins de peur et d'espoir. J'essayais de la réconforter, mais mes mots sonnaient creux. Chaque souffle qu'elle prenait semblait un défi lancé à la maladie. Une nuit, alors que je préparais des compresses froides, j'entendis des cris à l'extérieur. Je sortis précipitamment et vis un groupe de villageois armés de bâtons. Ils s'étaient rassemblés autour de la maison de la famille Lemaître, accusés de cacher des malades. Je reconnus immédiatement Jacques Lemaître, un père de famille robuste, qui tenait un couteau dans une main tremblante. « Vous ne pouvez pas les forcer à sortir », m'écriai-je. Mais mes paroles furent noyées dans le tumulte. Les villageois voulaient brûler la maison pour empêcher toute contamination. Ils étaient prêts à sacrifier une famille entière pour protéger les autres. Heureusement, une intervention rapide des dirigeants du village permit d'éviter le pire, mais l'incident laissa des cicatrices profondes. Le lendemain, Jacques et sa famille avaient disparu,
laissant derrière eux une maison vide et un silence pesant. L'hiver, qui jusque-là n'avait été qu'un murmure au loin, s'abattit sur nous avec une brutalité inattendue. La tempête de neige enveloppa le village d'un linceul blanc, rendant toute tentative de collecte de bois ou de nourriture presque impossible. Les fenêtres gelaient de l'intérieur, et chaque souffle produisait des volutes de vapeur glaciale. Dans l'entrepôt, les malades grelottaient sous des couvertures insuffisantes. Les respirations se faisaient plus laborieuses, et je voyais leur force décliner jour après jour. Mes doigts, engourdis par le froid, peinaient à préparer les rares médicaments qui restaient. Chaque goutte d'eau chaude que je leur apportais semblait un luxe hors de portée. Un soir, alors que je m'aventurais dans la neige pour ramasser du bois mort, je vis une silhouette effondrée près du puits gelé. En m'approchant, je reconnus Paul, l'un des leaders de l'enclave. Ses lèvres étaient violettes, et il serrait une gourde vide contre lui. Il avait tenté de briser la glace pour puiser de l'eau, mais le froid l'avait vaincu. Je tentais de le ranimer, mais il ne répondit jamais. La mort de Paul marqua un tournant. Son absence laissa un vide dans la gestion du village, et les tensions déjà vives explosèrent. Sans un leadership clair, le village se fragmenta. Certains habitants, menés par un ancien militaire nommé Damien, proposèrent d'instaurer des règles strictes. Seuls les plus forts survivront, disait-il. D'autres, plus compatissants, voulaient redistribuer les ressources restantes de manière équitable. Les conflits devinrent fréquents. Les regards méfiants et les murmures incessants devinrent notre nouvelle normalité. Une nuit, une réserve de nourriture fut pillée. Les coupables laissèrent derrière eux des empreintes dans la neige qui menaient jusqu'à la maison de Damien. Malgré ses protestations, il fut accusé et enfermé dans une cabane. La justice expéditive du village ne laissait plus place au doute ou à la discussion. Pendant ce temps, je continuais à m'occuper des malades. Clara, qui semblait s'améliorer, m'a surprise en se levant pour marcher jusqu'à la fenêtre. Mais ses jambes fléchirent, et je la rattrapai de justesse. Elle murmura quelque chose que je n'oublierai jamais. Pourquoi se battre si tout est perdu? Les enfants, silencieux jusque-là, devinrent le centre de nos préoccupations. La maladie les frappait plus durement, et leur souffrance était insupportable à voir. Le fils de Margot, une mère célibataire, perdit l'appétit et sa vivacité. Margot me supplia de trouver un remède, mais je savais que mes compétences ne suffisaient pas. L'impuissance me rongeait. Un matin, la tempête s'apaisa, et nous décidâmes de creuser un tunnel dans la neige pour atteindre une grotte où du bois et de l'eau avaient été stockés. Les enfants furent laissés dans l'église, sous la surveillance des moins atteints. Mais à notre retour, nous découvrîmes que le feu dans l'église s'était éteint. 2 enfants étaient inconscients, frappés par l'hypothermie. Malgré nos efforts, l'un d'eux ne se réveilla jamais. Le message capté par une vieille radio donna un nouvel élan à nos espoirs. Une voix faible mentionnait un refuge à quelques jours de marche, au-delà des montagnes. Certains voulaient tenter leur chance, d'autres préféraient rester et attendre un hypothétique secours. Après une discussion houleuse, un petit groupe se porta volontaire pour partir, moi incluse. L'idée de laisser les malades derrière me déchirait, mais je savais que rester n'était pas une option. Le matin de notre départ, Clara m'attrapa par le poignet. « Je vais tenir », dit-elle faiblement. Mais son regard me disait autre chose. Je promis de revenir, bien que je doutasse de mes propres paroles.